passe à la deuxième partie de notre après-midi, où là on va avoir deux sessions de conférences, donc avec un intervenant qui va nous présenter son cas d'études et son propos. On va commencer avec Nicolas Herbreto de l'ARS qui va nous parler de prévention des risques sanitaires et d'autres éléments que je vous laisse développer. Merci Anne. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc, je suis Nicolas Herbreto, je suis ingénieur sanitaire donc, à l'Agence régionale de santé. Je travaille dans un service santé-environnement. Je laisse la diapo d'après pour vous dire, pour resituer ce que sont les missions de l'ARS. C'est pas forcément évocateur par rapport au thème d'aujourd'hui. On a deux missions principales sur la régulation de l'offre de santé, nos établissements de santé, toute l'offre de soins mobiles, le pilotage de la santé publique avec différentes problématiques. Et donc, mon département santé-environnement s'inscrit dans la direction de santé publique. Et du coup, je vous ai mis un extrait de la définition de ce qu'est la santé environnementale, aspect de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, déterminée par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Et là, vous pouvez déjà commencer à voir en fait, le lien qu'on peut faire avec les activités d'agriculture urbaine et de jardinage qui vont avoir différents effets sur la santé. Parfois des effets néfastes quand on est face à une pollution, mais aussi des effets bénéfiques par rapport à l'intérêt social, esthétique que ça peut apporter. Sur les problématiques de gestion des sites et sols pollués, l'Agence régionale de santé a plusieurs missions qu'elle peut appliquer. Alors, évidemment, tout d'abord sur des sites qui sont plutôt des sites industriels, là où les problématiques sont les plus fortes, mais en milieu urbain, évidemment, les problématiques de contamination des sols se retrouvent régulièrement. On a trois grandes missions qu'on peut évoquer, ce qui va être l'évaluation du risque sanitaire. Et donc là, on est en soutien technique en tant qu'expert des problématiques de santé pour déterminer le risque sanitaire, donc avec cette fameuse méthode d'évaluation quantitative des risques sanitaires qui a été évoquée tout à l'heure. On peut être aussi amené à mettre en œuvre des études sur le terrain par rapport à des situations très spécifiques où il y a, d'une part, on n'a pas d'exploitants identifiés pour pouvoir déterminer les problématiques de pollution, mais en général, on va s'appuyer sur ce qui est fait par les bureaux d'études pour pouvoir analyser la situation. On va être aussi amené à être mobilisé dans certaines situations pour la gestion des risques. D'abord, prendre éventuellement proposer des mesures de gestion immédiate pour éviter l'exposition des personnes. Alors, on découvre une pollution au détour d'analyses qui sont faites dans un cadre, et puis on constate qu'il y a une problématique. Et donc là, on va pouvoir, en général en lien avec la collectivité, établir les mesures qui sont à prendre pour éviter tout risque pour la population. Donc ça va être notamment les méthodes pour supprimer l'accès à la pollution, éventuellement interdire certains usages quand d'autres pourront être maintenus. On va aussi établir des recommandations sanitaires pour limiter le risque de surexposition, alors notamment quand on est face à des pollutions sur lesquelles les personnes ne peuvent pas s'extraire. On peut être dans une situation où on découvre une pollution et puis les gens vivent sur place et on ne peut pas leur dire qu'il faut quitter immédiatement leur logement. Donc il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises pour limiter leur exposition. Et dernier point, là on va plutôt agir en amont, c'est la prévention des risques. Et l'ARS elle est amenée à donner des avis sanitaires sur un certain nombre de projets d'aménagement. On a plus de 1000 dossiers qui sont vus chaque année, et donc sur lesquels il peut y avoir potentiellement des pollutions. Et donc là, on va donner un certain nombre de recommandations pour la gestion, et notamment en termes d'éviter des usages pour une population dites sensibles.
On va aussi développer des outils à l'attention des acteurs, donc le fameux guide Aménager un jardin collectif que Anne a déjà évoqué, sur lequel Anne justement a aussi participé à l'élaboration. Et puis on va soutenir des projets de différents partenaires qui vont porter sur ces questions de prévention des risques. Quand on parle de la pollution des sols, notamment en Île-de-France, et plus particulièrement en milieu urbain en Île-de-France, on est sur une pollution qui est vraiment multifactorielle, donc avec tout d'abord l'activité industrielle historique de l'Île-de-France, hein, on a eu beaucoup de usages, et notamment en plein cœur de Paris. Un usage aussi passé de réutilisation des eaux usées sans traitement, ou un traitement extrêmement limité, et qui a servi à irriguer des terres maraîchères. Le développement, la densification urbaine sont aussi des sources de remaniement des terres qui conduisent à avoir éventuellement finalement enlever une terre à un endroit et puis en ramener d'autres à un autre, et on ramène en même temps la pollution qui était sur le site. Donc voilà, donc on est face à des situations qui sont très, très multiples et surtout pour lesquelles on a beaucoup de mal à faire des prévisions sur le potentiel risque des sols, avec ce remaniement des sols qui fait que à 20 mètres il ne peut rien avoir, et puis on creuse un peu plus loin et voilà, on a une pollution qu'on va découvrir. Les modes de pollution des sols, ça va être, on va avoir le classique indirect, c'est des déchets qui ont été déposés, on a fait une activité de brûlage sur le site, il y a eu des déversements accidentels, parfois intentionnels, de produits qui vont s'infiltrer dans les sols. Mais on a aussi tout ce qui est les émissions aériennes. Et dans un milieu urbain, les émissions aériennes, il y en a beaucoup, notamment liées aux moyens de transport, l'incinération de nos déchets, et aussi notre activité en tant qu'habitant, toute l'activité résidentielle de chauffage qui va être aussi une source d'émissions de polluants qu'on va retrouver finalement, qui va se redéposer sur les sols. On peut avoir aussi des transferts de pollution qui se font par des nappes d'eau souterraines qui vont drainer par exemple des hydrocarbures qui ont été rejetés à un endroit. La nappe souterraine va transporter ces pollutions, et en fonction de la montée ou non des eaux, ça va impacter les sols qui sont en dessus. Et puis on a aussi le fait qu'il y a certains polluants qui vont rester en profondeur, mais qui ont une capacité à être émis, à émettre des gaz, se diffuser sous forme de gaz, et donc pouvoir contaminer des lieux, alors notamment tout ce qui va être l'intérieur des bâtiments, si on a notamment certains solvants qui vont pouvoir s'accumuler en fait dans l'atmosphère des bâtiments quand on a une pollution des sols qui est liée à ces polluants-là. Et donc on a différentes familles de polluants pour chacune il y a des risques, des problématiques en termes de traitement qui sont très différentes. On peut citer donc un 4 qui reviennent très souvent, ce sont les éléments traces métalliques, donc ce qu'on appelait les métaux lourds, le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium par exemple. Les polluants de type hydrocarbures, qu'on va retrouver aussi de façon très régulière, notamment on a les stations-service, on peut avoir donc les cuves qui ont fui pendant des décennies, qui viennent contaminer les sous-sols. Les composés organiques volatiles, des solvants, notamment des solvants chlorés, qu'on va retrouver dans des activités qu'on retrouvait de façon assez régulière en Île-de-France, ce qu'on appelle le traitement de surface. Donc on va traiter la surface de métaux, de différents composés pour mettre, par exemple, pour chromer des matériaux, et ça c'est une source aussi de contamination. Et puis une famille qui fait beaucoup l'actualité ces derniers temps, c'est les polluants organiques persistants, notamment les dioxines, qu'on va retrouver dans tout ce qui va être brûlage de déchets, par les incinérateurs, mais aussi le brûlage de déchets verts, qui peut être pratiqué et donc avoir des effets sur contaminer les sols. Et puis les fameux PFAS qu'on va retrouver aussi désormais un peu partout, parce que beaucoup utilisés dans beaucoup d'usages
humain. Et la problématique de tout ça, c'est qu'on n'a pas de seuil réglementaire pour gérer dans les polluants, hormis quelques valeurs de gestion sanitaire qui ont été établies par le Haut Conseil de santé publique et qui concernent essentiellement des éléments de traces métalliques. Donc le plomb, qui est une vraie problématique de risque pour les enfants, avec le risque de saturnisme, et tout récemment sur 3 autres éléments de traces métalliques, sur l'arsenic, cadmium et mercure. Donc, quand on n'a pas de seuil de réglementaire, on est obligé de faire des évaluations des risques sanitaires. Je vais passer vite là, sur cette partie-là parce qu'on a beaucoup parlé déjà. Et donc, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de devoir étudier au cas par cas ces pollutions en fonction des usages, en fonction des populations qui sont exposées et en utilisant une méthodologie qui a été normée. Donc, je passe sur cette diapo qui a déjà été beaucoup commentée tout à l'heure, avec quand même cette notion que c'est une démarche d'évaluation quantitative des risques sanitaires pour lesquels on ne peut pas s'improviser et qu'il faut vraiment faire appel à des expertises externes, le bureau d'études, des laboratoires d'analyse qui sont agréés pour pouvoir le faire. Et donc, ça c'est vraiment les problématiques de gestion de ces sites, mais en termes de prévention, donc on a essayé de développer un certain nombre d'outils au niveau de l'ARS, et donc on a développé notamment ce guide Aménager un jardin collectif, alors qui s'applique pour les nouveaux projets. C'est très difficile d'avoir une approche pour les jardins déjà existants et les pollutions qui peuvent être associées à ces jardins, parce qu'il faut connaître l'historique, et là c'est très difficile de traduire ça dans un guide. Mais dans le cadre d'un projet d'aménagement, on a essayé d'établir une méthode dite simplifiée pour pouvoir évaluer la compatibilité du site avec une activité de jardinage. Et donc, comme ça a été aussi dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de se baser sur la connaissance de l'historique du site. Si on sait qu'il y a une activité industrielle dessus, je pense qu'il est plutôt prudent de ne pas faire de jardin. Et donc, dans notre méthode simplifiée, ça va être extrêmement simplifié, on dit non, ici on ne fait pas de jardin partagé ou jardin collectif. Mais dès lors qu'on a une situation où on n'a pas connaissance d'activité humaine qui a eu un potentiel de risque de pollution, on va mettre en place une stratégie d'analyse des sols en faisant avec un plan d'échantillonnage assez simplifié, donc, qui porte sur certains polluants dits indicateurs d'activité humaine passée. Et on va comparer ça à des valeurs repères qui ne sont pas des valeurs sanitaires et qui sont juste là pour pouvoir nous dire si on est face à une situation qui est de l'ordre du normal ou si ça laisse supposer qu'il y a une activité humaine derrière qui a pu avoir des impacts sur la qualité des sols. Donc voilà, donc on a un tableau de référence avec des valeurs repères dans ce document qui a été établi donc avec un comité d'experts qui s'est appuyé sur des séries de plusieurs milliers d'analyses qui ont été faites sur des sols franciliens naturels, entre guillemets naturels parce que le plus souvent des sites agricoles, et qui sont issus de différents dispositifs de base de données qui ont été évoqués, l'importance d'avoir ces bases de données pour pouvoir justement pouvoir prendre des décisions par rapport à tout ça. Et donc bon, voilà, c'est des valeurs statistiques qu'on a pris, qui ont été étudiées pour pouvoir définir ce que sont les différents seuils avec 2 seuils différents, ce qu'on appelle les valeurs repères potagères. Donc là, on peut faire de l'activité potagère en pleine terre sans problématique dès lors qu'on ne dépasse pas ces valeurs-là. Si on les dépasse mais qu'on reste sous les valeurs de repères ornementales, eh ben là on peut faire une activité soit de culture ornementale en pleine terre, soit de la culture potagère, mais là en hors-sol. On est en train de travailler, c'est un document qui a été établi en 2021, il y a des nouvelles valeurs qui ont été établies depuis par le Haut Conseil de santé publique et on est en train de faire un travail pour justement de révision de ces valeurs repères. Voilà, je vous donne juste une petite image de ce qu'est la démarche simplifiée qui est proposée avec 4 étapes essentielles. Donc ce que je disais, l'historique du site. Si on repère qu'il y a une activité industrielle, on abandonne le projet de jardin à cet endroit. S'il n'y a pas d'activité, qu'il peut y avoir une génération de polluants, on va faire des analyses de sol selon l'échantillonnage qu'on a défini.
Et en fonction des résultats qu'on a, pour les VRP et VRO, on va pouvoir décider si on peut faire, comme je vous disais, du potager, de l'ornemental, ou au contraire, on exclut de le faire parce qu'on dépasse ces valeurs-là. Et là, comme évoquait Anne, on peut trouver aussi d'autres solutions d'usage de ces terres, et notamment avoir des usages qui permettent d'éviter d'imperméabiliser le sol, et donc notamment réserve écologique, infiltration d'eau pluviale, et ainsi de suite. Enfin, pour finir, très rapidement, c'est une réflexion qu'on a menée dans le cadre du plan régional centre environnement de 3e génération. Et là, aujourd'hui, c'est la 4e génération de ce plan qui est en cours. Et on continue à travailler sur ce sujet avec une fiche d'action qui porte tout particulièrement sur les jardins collectifs et les fermes urbaines. Et avec toujours cette volonté de faire en sorte de trouver des solutions pour pouvoir maintenir quand même ces activités malgré la situation des sols urbains qui sont, on va dire, naturellement pollués, c'est presque ça. C'est qu'on doit faire avec cette situation et essayer de trouver un compromis entre ces questions de pollution et d'activité de jardin et de l'agriculture urbaine. On a 2 autres fiches d'action qui travaillent aussi sur l'usage des sols en pleine terre et déterminer des indicateurs de qualité des sols dans le cadre de ce plan régional. Sur la fiche d'action qui porte vraiment sur les jardins, on a eu des premiers temps de travaux qui ont été menés avec une quarantaine d'acteurs différents, qui a déterminé un certain nombre d'actions prioritaires à mener, et en fait, qui portent sur 3 axes différents. La création d'outils à l'attention des collectivités, des acteurs qui portent l'activité de jardinage d'agriculture urbaine, la diffusion de ces outils, de la connaissance, et puis un 3e volet qui porte sur l'amélioration des connaissances. Et du coup, comme je vous le disais, l'ARS est amenée aussi à accompagner des acteurs, des partenaires pour mener un certain nombre de réflexions sur ces questions-là. Et sur cette question de jardin collectif et agriculture urbaine, on est actuellement en 2025, on accompagne 4 acteurs différents. Donc, que vous pouvez voir. Et donc, AgroParisTech, notamment sur un aspect, je dirais, plus scientifique, et établir un certain nombre de méthodes pour la gestion de ces sites. Jardin familial collectif pour développer une communauté de jardiniers qui serait de relais pour porter des messages de prévention en risque sanitaire. La FOP pour planifier et identifier les secteurs, territoires où il y a un intérêt de faire de l'implantation d'activités d'agriculture urbaine ou de jardin collectif. Et puis l'idée aussi, avec le Grain des Jardins, de développer une plateforme collaborative qui permettrait donc du coup de partager un certain nombre de connaissances sur ces sujets. Voilà, j'ai terminé mon propos. Et je ne sais pas si on fait une courte questions-réponses. On va quand même prendre quelques questions, ce sera 2-3 questions, pas plus, je suis désolée, pour ensuite pouvoir passer à la suite. Je vais vous passer le micro, est-ce que vous avez une question? J'ai une petite question. Bonjour, je suis étudiante à l'Université Dauphine, professionnelle. Pourquoi il n'y a pas de seuil existant réglementaire? Alors, il n'y a pas de seuil parce que, je ne peux pas vous dire pourquoi exactement, mais en tout cas, une des difficultés qu'il y a, c'est que en fonction des usages qu'on a du sol, on n'est pas dans les mêmes situations d'exposition. Donc c'est difficile d'avoir une valeur seuil qui réponde à toutes ces situations-là. Et donc la logique qui a prévalu, c'est plutôt d'étudier au cas par cas les situations en fonction du type de polluant. Là aussi, c'est difficile d'avoir des valeurs seuil pour tous les polluants, et c'est plutôt d'étudier au cas par cas à chaque fois les situations. Mais effectivement, ça rend les choses quand même beaucoup plus difficiles pour tout. Merci.
J'ai deux questions. La première, comme ça je fais les deux d'un coup. La première, c'est est-ce qu'on, même si je comprends bien que c'est très compliqué de faire des grosses généralités, est-ce qu'on sait la part de sols qui sont pollués, en tout cas en Île-de-France, et qui sont extrêmement pollués au point de ne plus pouvoir cultiver dessus? Parce que dans les discussions, on a l'impression que tout le sol de la région parisienne est atrocement pollué. Et du coup, est-ce que c'est quand même une minorité des sols ou est-ce que c'est une grande majorité? Et la deuxième question, on parle beaucoup de connaître l'histoire des terres, etc. Et moi, dans les jardins que j'accompagne, j'en accompagne quelques-uns à Lyon, on a beaucoup de jardins qui sont avec des terres de remblai ou des terres qui ont été amenées d'ailleurs. Et du coup, est-ce qu'on a moyen de savoir, en achetant ces terres, est-ce que ces terres sont polluées ou non? Est-ce que, en gros, le vendeur doit nous signifier le fait que la terre est polluée ou non? Alors, sur le premier point, malheureusement, oui, les sols urbains, en tout cas en région parisienne, l'aire urbaine parisienne, qui correspond à environ 400 communes, hein, qui est le cœur de l'Île-de-France, on est vraiment comme dans une situation où on sait que quand on fait des analyses, on va toujours avoir des situations de pollution, alors plus ou moins intenses. Et c'est effectivement toute la question, en fait, est-ce que, et ça rejoint la première, c'est est-ce que finalement on peut avoir des valeurs seuils qui permettraient de dire en dessous de cette valeur-là, une activité de jardinage, une activité d'agriculture urbaine ne présente pas un risque sanitaire inacceptable, il y a toujours un risque sanitaire. Et puis il y aura toujours des usages un peu extrêmes qui vont conduire à ce que des gens se surexposent quand la majorité ne s'expose pas, ou enfin très peu. Et donc là, c'est un peu la réflexion qu'on a aussi aujourd'hui, hein, au travers du PRSE 4, de voir comment on peut peut-être assouplir les valeurs qu'on a prises, qui sont plutôt très protectrices, pardon, j'arriverai pas. Voilà, donc, on est vraiment sur cette situation et alors pour le coup, ça a été des longs débats dans le comité d'experts sur qu'est-ce qu'on met comme valeur, qu'est-ce qu'on préfère, c'est vraiment la sécurisation des usages, est-ce que c'est favoriser les usages, et il faut trouver le bon compromis, c'est toujours un peu compliqué. Sur les terres excavées, alors il y a désormais une réglementation qui prévoit la traçabilité des terres et qui définit les usages qui peuvent être faits des terres qui sont excavées en fonction de leur qualité. Donc ça, normalement, quand on va acheter des terres, l'origine, la qualité des terres doivent être données par celui qui les vend. Donc ça, maintenant, il y a des choses qui sont bien prévues réglementairement. Dernière question, s'il y en a. Oui. Moi j'en avais une. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir toutes les France aussi, elles sont très Non, longues. moi c'est très rapide. C'est HAP et HCT dans votre présentation, j'ai pas compris ce que c'est. Alors, HAP, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des molécules qu'on va trouver quand on brûle des déchets et qui font partie des polluants organiques persistants. Donc, ils sont émis au moment du brûlage, vont être disséminés dans l'environnement, retomber sur les sols et vont ainsi contaminer les sols. Donc ils sont très stables dans l'environnement et donc ils vont plutôt avoir tendance à s'accumuler et pas s'éliminer. Enfin, ils vont s'éliminer très lentement par rapport au fait qu'ils s'accumulent. Les HCT, c'est des hydrocarbures totaux. Donc en fait, c'est des grandes chaînes de carbone. En fait, c'est tout ce qui est carburant, huile, qui sont utilisés dans des activités industrielles ou autres. Merci. Du coup, une dernière question. Moi, je voulais savoir si, pour évaluer les contaminations déjà actuelles, est-ce qu'on avait pensé à regarder les données vétérinaires? Parce que du coup, les animaux de compagnie qui se baladent dans les quartiers sont certainement porteurs de ces contaminations. Et du coup, est-ce qu'on va chercher cette donnée-là? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant?
Alors, non, on ne fait pas. Après, je ne sais pas ce qui existe en termes de base de données aussi sur les niveaux de contamination des animaux, et notamment domestiques. Par contre, il y a des études de biosurveillance qui sont faites par Santé publique France, qui étudient des échantillons de population humaine et peut faire des analyses qui permettent de voir par rapport aux usages, au comportement des personnes, de voir les niveaux d'imprégnation d'un certain nombre de polluants. Donc on s'appuie justement sur ces données-là, c'est notamment l'étude Esteban qui nous donne vraiment des éléments importants sur ces questions-là, de comment on se contamine. Par exemple, si je parle des dioxines, 90% de la contamination de l'imprégnation qu'on peut avoir humaine est liée à notre alimentation de poissons gras, de produits animaux qui contiennent beaucoup de matières grasses, puisque les dioxines vont plutôt s'accumuler dans ces tissus-là. C'est national? Oui, c'est national. Donc après, il y a des échantillons dans toutes les régions, mais pour la force statistique des données, c'est au niveau national que c'est traité. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation.